Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne qui libère le sens de l'actualité. Vous êtes apparemment nombreux à l'apprécier puisque nous en sommes d'ores et déjà à plus de 2000 abonnés. Il n'y a qu'un mois et demi, 3 semaines et un mois que nous avons démarré cette chaîne. Donc merci beaucoup pour nous suivre. On va parler aujourd'hui d'un sujet un peu délicat, un peu douloureux, puisque les preuves s'accumulent, les langues se délient. Plus de 2 mois et demi après les massacres du Hamas, les témoignages se multiplient sur les violences sexuelles perpétrées par les terroristes, en particulier sur les femmes, parmi lesquelles donc des viols en réunion ou des mutilations même de cadavres. Quel traumatisme laissera cet événement inouï dans l'histoire d'Israël au niveau individuel, au niveau collectif? Quelle trace cette période va-t-elle imprimer aussi sur les psychismes à moyen, à long terme? On évoque donc ces questions aujourd'hui avec la psychanalyste Régine Weintrater. Bonjour madame. Bonjour Antoine. Vous avez co-dirigé plusieurs programmes de recueil de témoignages de survivants de la Shoah. Vous continuez d'ailleurs à travailler aujourd'hui sur les témoignages des rescapés du génocide Tutsi au Rwanda. Que dire du 7 octobre sous cet angle, alors que les témoignages s'accumulent sur les atrocités commises, en particulier donc sur le corps des femmes? Alors, sur le corps des femmes, on parlera de tout, mais sur le corps des femmes, évidemment, il y a une dimension, je crois, sacrilège plus grande, parce que d'abord, l'idée que les femmes devraient être protégées, on parlera aussi des enfants. Ensuite, ce qu'a fait le Hamas, et a tout à fait consciemment, enfin, c'est pas des déchaînements sur l'instant. On a vu qu'ils avaient reçu des consignes de violer les femmes, viol collectif, viol individuel, et de les mutiler génitalement, c'est-à-dire d'outrager, d'abord vivantes, il y en a qui ont été mutilées vivantes, ce qui est une horreur, et de les mutiler ensuite, de déshonorer les corps. Or, pour eux aussi, pour la religion musulmane et pour les juifs, le corps doit être entier, et le corps des femmes, c'est pour tout le monde, hein, pour le Hamas aussi, c'est le corps d'abord de la mère. Ce corps de la mère, dont chaque humain est issu jusqu'à maintenant, et ce corps de la mère, ils se sont acharnés, bien qu'ils ont pris aussi des jeunes filles, mais ça c'est dans la visée génocidaire, ce corps de la femme souillé, brutalisé, violé, outragé. C'est une dimension, disons, de plus. Je ne dis pas que tuer des gens, c'est mieux que de tuer, mais c'est une dimension qui frappe les esprits dans un degré de barbarie et d'intentionnalité sacrilège plus grande encore. C'est quand même la matrice, n'importe le nom, de l'humanité. Et s'acharner sur les corps des femmes, c'est s'acharner sur la matrice de l'humanité juive à qui on dénie le droit d'appartenance à l'humanité. Donc s'acharner sur l'origine des gens qu'on veut faire disparaître de la terre. Y compris sur les cadavres parfois aussi. Alors, ce que je disais, d'abord, on a fait des atrocités sur les femmes vivantes. On a des preuves que certaines femmes ont été mutilées dans leurs organes ou génitaux ou les seins, c'est-à-dire ce qui représente la féminité, la mère. Mais je pense que c'est vraiment plus que la féminité, c'est la dimension maternelle qu'on a voulu atteindre, parce que ça atteint tout le monde. Tout le monde, en général, a une mère, et on sait très bien que la plupart des injures, c'est autour de la mère, et ça, il ne faut pas y toucher. Et là, ils se sont acharnés à souiller aussi les corps, les dépouiller. C'est-à-dire que ce n'était pas suffisant, quand les femmes étaient vivantes, de leur faire subir les pires supplices, c'était déshonorer à jamais leur corps, désacraliser cette dimension quand même de la mère, de l'origine du monde, de l'origine d'où nous venons tous êtres humains. Alors, est-ce qu'on peut faire une comparaison avec ce qui s'était produit bon, dans les pogroms avant-guerre ou pendant le génocide des Tutsis que vous avez aussi beaucoup. Oui, vous savez, le viol de guerre et les violences sur les femmes, c'est malheureusement, on le sait dans l'histoire des guerres, c'est une arme de guerre. Mais là, ils sont allés plus loin.
Les Cosaques, bon, s'embarrassaient pas de... Je suis pas sûre qu'ils allaient jusqu'à mutiler et ils prenaient pas le temps pour ça. Ils violaient les femmes, ils violaient les jeunes filles devant ça, oui. Mais je crois que la dimension sacrilège les intéressait moins. Il s'agissait d'une razzia, de tuer, de piller, d'outrager les Juifs. Mais là, la dimension de l'outrage est tout à fait délibérée. Et dans les viols de guerre, oui, on a vu en ex-Yougoslavie, c'est-à-dire marquer les femmes dont on sait qu'après, elles auront du mal à réintégrer leur communauté. C'est-à-dire les femmes ont la double peine. Non seulement elles sont violées, mais souvent dans certaines communautés, et même au Rwanda, chez les Tutsis, elles sont considérées après comme souillées. C'est-à-dire, et elles ont subi ce qu'elles ont subi. Ensuite, comment réintégrer leur communauté, celle qui reste en vie, hein. Alors là, c'est pas la question. En Israël, on n'est pas dans une société qui considère qu'une femme violée est une femme à part et qu'on peut plus avoir de rapport avec elle, mais on est dans la dimension de l'outrage. Je ne suis pas sûre que les Cosaques avaient en tête d'outrager. Et le Hamas, non seulement avait en tête d'outrager, mais avec les moyens modernes, de filmer ce qu'ils étaient en train de faire. Et cette dimension-là a encore rajouté un traumatisme horrifique, j'allais dire. C'est-à-dire, chaque être humain peut être horrifié de ce qu'on fait à sa mère, au symbole de la mère. Et c'est ce qui s'est passé. Alors venons-en justement au traumatisme. Bon, les survivants vont être évidemment marqués à vie quand on a vécu ce genre d'événements. Il semble impossible de reprendre une vie à peu près normale. Je parle pour les gens qui ont été en contact direct, on va dire, avec ce qui s'est produit. J'imagine que là-dessus, vous avez une expérience, si je puis dire, de la chose avec la manière dont Malheureusement, c'est annoncé. malheureusement, oui, pas avec les Israéliens pour le moment, mais enfin, j'en ai beaucoup au téléphone, je lis beaucoup les journaux, je vois les réactions, évidemment le traumatisme. Alors là, il faut distinguer, il y a deux dimensions. Il y a un traumatisme collectif, et puis il y a la façon dont ça se module pour chacun de façon individuelle, suivant ce qu'il a vécu ou ce qu'il a entendu. C'est pas toujours, c'est-à-dire pas tout le monde a été au même niveau, mais le traumatisme collectif, il est pour tout le monde. Cette idée qu'on a pu faire ces choses-là d'un autre âge, malheureusement pas d'un autre âge, mais qu'en Israël, terre souveraine, sur le territoire israélien, de telles horreurs ont pu être commises, c'est un tremblement de terre pour toute la collectivité. Après, je vous dis, les traumatismes sont toujours modulés, et ça, on a à cœur de voir, c'est pas la même chose pour tout le monde, suivant ce qu'il a vécu, son âge, son histoire, et comment il réintègre, quels sont ses appuis pour revenir à la collectivité et à la vie normale. Donc, chaque traumatisme, et on l'a vu avec les survivants de la Shoah, bien sûr qu'on peut postuler que ces choses-là laissent une trace, mais après quelle trace et à quelle profondeur et comment le sujet va s'en accommoder ou comment il va reprendre une vie normale, ça, c'est vraiment des choses individuelles, d'où la difficulté, parce qu'il va falloir traiter et s'occuper des gens individuellement. Et les psychologues sont au travail, les psychiatres, chacun ne vit pas la chose de la même façon. Alors, encore un mot sur le traumatisme, on va dire collectif, sur Mmh. l'ensemble de la société israélienne. Traumatisme qui continue d'ailleurs, parce qu'il y a la guerre, les images de la guerre, les images des Mmh. morts à la guerre, la question des otages aussi, bien sûr. Alors, tout ça, ça laissera une trace évidemment collectivement sur, j'allais dire, l'identité peut-être même des Israéliens. Est-ce qu'on peut préciser l'impact à moyen et On court va et moyen? d'abord préciser l'impact Oui, immédiat. Parce que ce que les Israéliens ont compris, contrairement au reste du monde, c'est qu'il s'agissait là, le 7 octobre, d'une tentative génocidaire. Il ne s'agissait pas d'une razzia. On dit pogrom, oui, parce que ça rappelle les violences subies en Europe de l'Est ou même quelquefois dans des pays arabes, hein. Le pogrom n'a pas été une spécificité d'Europe de l'Est. Euh,
mais la tentative génocidaire, ils n'ont pas réussi, mais la tentative était là. C'est-à-dire que s'ils avaient pu, ce qu'ils ont fait au sud du pays, c'est ce qu'ils ont l'intention, et ce qu'ils proclament d'ailleurs, de faire, si par hasard on les laisse, à tout le pays. Et je vais vous dire, les Israéliens ne s'y sont pas trompés parce qu'ils connaissent l'histoire, enfin la plupart, mais ceux qui ne s'y sont pas trompés, c'est les peuples qui ont vécu des génocides. C'est-à-dire que les Arméniens et les Tutsis sont les premiers, par exemple, moi j'ai reçu des témoignages tout de suite de sympathie. Les premiers à m'avoir envoyé des témoignages de sympathie sont des Arméniens que je retrouve souvent dans des débats autour des trois grands génocides du siècle, et des Tutsis. Et c'est pas toujours des Tutsis qui ont fait des études, mais ils se sont pas trompés. Ils ont reconnu là quelque chose dont eux ont été victimes. Alors ça, quand Israël, qui au fond a été bâti, non pas seulement après la Shoah comme compensation, mais l'idée, le plus jamais ça, rabâché, pour nous les Juifs et pour les Israéliens, c'était absolument fondamental. Il n'y aura plus jamais ça. Il y aura des guerres, mais il faut distinguer guerre et génocide. Ça n'est pas la même chose. Du point de vue symbolique, une guerre, c'est une guerre entre deux États, c'est terrible, les gens tombent, et d'ailleurs on voit tous les jours à la télévision israélienne des visages de jeunes qui sont tombés, c'est effroyable. C'est ce que font les Israéliens, c'est qu'ils mettent les photos et qu'ils mettent le nom des victimes qui tombent tous les jours. La guerre à Gaza est une guerre épouvantable parce que c'est pas une guerre classique entre deux armées. Elle se passe dans des villes surpeuplées avec une bande de terroristes qui ne respectent pas et qui ne sont pas en face, mais qui sont là et qui attendent, on reparlera de ça, qui attendent les soldats à chaque coin pour les piéger. Donc, la guerre, Israël connaît. Israël a connu des guerres, s'est armé pour les guerres, a fait de son armée une armée forte, et ça, les Israéliens vivent avec ça. Je ne dis pas que c'est facile, mais avec l'idée que pour le moment, tous les 7, 8 ans, 10 ans, il y a un affrontement et ils sont rassurés parce que leur armée est une des armées les plus perfectionnées de la région. Sauf que face à un génocide, l'armée évidemment aide, mais c'est une attaque symbolique d'une autre nature. Je pense qu'il faut vraiment le comprendre que symboliquement, ça atteint les racines mêmes de l'humanité des Juifs. C'est-à-dire, encore une fois, on veut nous exterminer et nous éradiquer et nous enlever de la surface de la Terre. C'est pas la même chose qu'une guerre sur des territoires avec des pays qui ne nous acceptent pas. Ça, c'est encore de l'ordre du concevable et du connu pour les Israéliens, malheureusement. Les générations, comme le disent les parents, les grands-parents et les petits-enfants maintenant qui sont à l'armée, ça, ils le connaissent. Ils l'admettent, ils savent que c'est un prix à payer pour une indépendance juive et israélienne. Mais l'attaque génocidaire, simplement, elle n'a pas réussi, mais enfin, elle a quand même fait beaucoup de victimes. Israël n'était pas prêt à ça. Israël n'est pas prêt à se penser, encore une fois, comme un but génocidaire. Ça, il n'est pas prêt. Il pensait que c'en était fini de ça. Et les Juifs de la diaspora aussi, puisque tant qu'Israël existait, même s'ils n'y vont pas, on ne pourrait plus faire ça, comme on a fait la Shoah, on ne pourrait plus le faire aux Juifs. Et là, tout d'un coup, on s'aperçoit que s'il y a encore des gens qui y pensent et qui le mettent en action, et que ce serait possible si Israël ne se reprenait pas et ne se défendait pas. Et ça, c'est terrible pour les Israéliens et pour les Juifs de la diaspora. Justement, je voudrais revenir un tout petit peu maintenant sur
le traumatisme en diaspora aussi, par la dimension que vous dites, symbolique si forte. Pour ce qui concerne la France, le 7 octobre a déjà produit une sorte de sentiment un peu d'insécurité, on va dire, pour la communauté juive. Vous dites qu'elle a retrouvé des réflexes liés à la clandestinité. Peut-être que vous pouvez nous parler un peu de ce que vous ressentez, vous, à Paris, en tant que juive. Bon, alors moi, à Paris, n'étant pas une juive religieuse, n'ayant même pas un nom qui signe juif, euh, je me sens pas directement menacée. Mais quand même, je sais que je ne parle pas avec mes amis, je leur conseille, je ne parle pas hébreu dans le métro, je ne discute pas du Hamas, d'Israël, etc. Donc c'est déjà une forme de clandestinité. Et je sais qu'il y a des juifs, et par exemple, très fortement, les rescapés, les gens qui étaient enfants pendant la Shoah, que j'ai rencontrés à Lausée, qui disent avec un chagrin et une peur, enlever leur mezouza s'ils en ont, enlever leur nom s'il est trop marqué juif de leur boîte à lettres, changer leur nom, on l'a entendu quand ils font une livraison, et ne pas parler comme ça librement d'Israël, des juifs. C'est-à-dire, il y a déjà un petit mouvement vers la clandestinité qui est un mouvement très douloureux parce qu'il rappelle des choses. Alors, on n'est pas à l'époque du nazisme, et je dois dire qu'en France, même s'il y a des manifestations, l'État est quand même garant de quelque chose. Et la France n'est pas le pays le pire. Je ne fais pas ça par chauvinisme, mais la Belgique, l'Angleterre, l'Espagne, les États-Unis, où les Juifs sont en butte. Les États-Unis, qui est le deuxième État où la population juive est la plus grande, il y a des choses très désagréables. C'est vrai, il y a un petit mouvement vers la clandestinité. Et pour certains, justement, on en parlait avant l'émission, pour certains, c'est le début de quelque chose, c'est intolérable, d'où une augmentation phénoménale du nombre de candidats à l'ALIA. Effectivement, l'Agence juive a publié des chiffres récemment. Le nombre de dépôts de dossiers d'ALIA aurait explosé de plus de 400% ces dernières semaines, donc Oui, par rapport à la période de l'an dernier. oui. Donc ça ne vous surprend pas ces chiffres, enfin vous les expliquez parce que vous Ça venez ne me de... surprend pas et ça répond à la question que se pose toujours un juif, mais que ne se posaient pas les Israéliens. Ils ne se le posaient plus. Surtout les Israéliens nés dans le pays. Quel est l'endroit le plus sûr pour un juif? Et ça, on pensait que cette question-là, c'était celle de la génération qui avait connu la Shoah et puis des générations d'avant, hein, des grands-parents émigrés, etc. Quel est l'endroit le moins dangereux pour un juif? Et quand on est obligé de se reposer la question, alors là, on se dit, il y a quelque chose qui se passe. Et les Israéliens aussi se la posent, parce qu'il faut quand même dire qu'il y a aussi des Israéliens, pas seulement depuis le 7 octobre, mais qui sont partis. On sait très bien qu'à Berlin, il y a une forte communauté israélienne. D'ailleurs, il y a des soucis à Berlin aussi, que les Israéliens sont partout dans le monde. Il y a toujours eu des mouvements d'Alia et de Yérida, de départ. Vous connaissez la vieille blague du début du siècle, deux bateaux se croisent c'est vieux ça, dans la baie de Haïfa, il y en a un qui arrive et il y en a un autre qui repart. Et chacun fait ça à l'autre. C'est-à-dire, des bist meshige en yiddish, ou t'es fou. C'est-à-dire, ceux qui viennent se font traiter de fous et ceux qui repartent se font traiter de fous. Je pense que ça. Mais les Israéliens étaient loin de cette question-là. Ceux qui partaient, c'est parce que le pays leur plaisait plus, les évolutions politiques ou des opportunités économiques, et c'était pas par danger immédiat. Là, il y en a qui disent, moi je veux pas que mes enfants, il y a beaucoup de roquettes, je veux pas que mes petits-enfants ou mes enfants, et j'entends des gens de ma génération dire, j'encourage mes enfants à partir. Et c'est des gens, des sionistes qui ont combattu, les maris ont fait toutes les guerres, et je les entends dire, eh ben, c'est triste, mais s'ils veulent partir, je comprendrai, ça me fondra le cœur, mais je comprendrai. Par votre exercice de la psychanalyse, vous êtes amené à beaucoup écouter, donc à entendre toutes sortes de propos sur ce qui se passe, sur la situation. Finalement, qu'est-ce qui vous frappe le plus dans ce que vous entendez, Régine Weintrater? Ce qui me frappe d'abord, c'est l'isolement des Juifs et l'isolement d'Israël. L'isolement psychique, le fait que nous sommes renvoyés au ghetto, qu'Israël est redevenu un ghetto, enfin un grand ghetto, et que nous, les Juifs en diaspora, au fond,
nous évitons de parler de ce sujet, c'est-à-dire la guerre, le 7 octobre, nous évitons d'en parler avec les gens dont nous ne sommes pas sûrs, c'est-à-dire, et encore pas tous les juifs, nos amis juifs, on se retrouve, et là aussi, il y a une espèce de clandestinité. C'est-à-dire quand on se retrouve entre soi pour un événement social, d'abord tout le monde dit « Oh, ça fait du bien de se retrouver », c'est la phrase que j'ai entendue tout le temps. Mes patients juifs aussi s'autorisent à me parler parce qu'ils savent que je suis juive et israélienne, et j'en fais pas un mystère. Les patients non juifs me disent un mot, certains, un mot en disant c'est horrible, mais je n'enchaîne pas. D'abord, j'ai pas l'habitude de converser avec mes patients, mais les patients juifs ont besoin de dire un mot, d'en dire quelque chose. Et entre amis, c'est vrai, on se resserre, c'est-à-dire vraiment pour se tenir chaud. Et avec les autres, pour ne pas avoir ou de conflits, les gens au travail, ou de déconvenus, c'est-à-dire avec certains amis juifs, si eux ne viennent pas d'emblée manifester quelque chose qui nous soutient, on évite de leur demander. Moi, j'ai évité, par exemple, de demander à quelques amis s'ils allaient à la marche contre l'antisémitisme. J'avais pas envie d'entendre leur réponse. Je craignais d'entendre leur réponse. Et, vous voyez, c'est-à-dire, il y a quelque chose comme ça, et vraiment, cette phrase que moi j'entends de tous les amis quand on se retrouve entre soi, cet entre-soi, moi, que j'ai déploré. Je me souviens que mon père, qui était un rescapé de la Shoah, me disait « Tu verras, tu verras », enfin, les choses classiques. Et je lui disais « Tu ne parles que de sujets juifs », c'était un grand intellectuel, et puis vos amis, c'est que des juifs. Eh bien, je me dis, me voilà renvoyé au syndrome de mon père. C'est-à-dire, quand même, je me sens plus à l'aise avec des gens dont je me dis qu'ils ne vont pas me dire un oui, mais, le fameux oui, oui, c'était affreux, mais les Palestiniens, on reparlera des Palestiniens, je suis vraiment, plus ayant été très engagé pour un État palestinien, j'ai aucun... Mais le oui, mais concomitant, ou le 7 octobre, ou le 8 au soir, la communauté musulmane a commencé à dire qu'ils allaient souffrir d'islamophobie, j'ai trouvé ça très indécent. Au lieu de venir et de dire que not in my name, c'est-à-dire ce qui a été fait, ça ne nous représente pas, eh bien, on a commencé, il va y avoir de l'islamophobie, ça va être épouvantable. Et puis après, évidemment, quand Israël est entré dans Gaza, alors c'était facile, comme il y a des milliers de morts et que c'est terrible, personne ne peut se réjouir de ça. Ben voilà, alors là, c'est haro sur le baudet, et on y est. Donc on se sent très seul entre juifs. Alors, en vous entendant comme ça, Brigitte Weintrater, j'avais l'impression que cette phrase du plus jamais ça, qui finalement a été forgée donc après-guerre par rapport à la Shoah, ce plus jamais ça, c'est un peu terminé. C'est-à-dire qu'il va falloir vivre avec la potentialité du ça. Oui, Et c'est ça qui change peut-être aussi, ce qui oui, changera dans la mentalité, dans l'identité, la manière de se percevoir dans le monde pour Israël et pour les Juifs en général. tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a touché un ça possible. Pendant 24 heures, enfin pendant... L'armée n'est pas arrivée pour des raisons on pourra développer, mais j'ai pas envie de parler de politique. Ça a été envisagé. Et ça, c'est pas possible. Alors, je parle pas du plus jamais ça, parce que ce qu'il y a de formidable, c'est que dans l'opinion publique, d'un côté, on scande le plus jamais ça, hein, les mêmes personnes qui scandent le plus jamais ça, qui est une plaisanterie, parce que depuis, il y a eu le génocide des Tutsis au Rwanda, euh, c'était du ça, c'était la même chose. Très efficace, hein, plus efficace que les Allemands. On a tué 1 million de personnes à la machette en 3 mois. Donc, mais les mêmes personnes qui, avec une bonne conscience, scandent plus jamais ça, sont même peut-être allées à Auschwitz, etc., sont en train de défiler en parlant de génocide des Palestiniens et en parlant d'Israël génocidaire. Et en scandant le slogan du Hamas, dont ils n'ont même aucune idée de ce que ça signifie, du fleuve à la mer, c'est-à-dire disparition d'Israël. Et ça, pour Israël, Israël est isolé, mais il est mis au banc des nations.
Quelles Grand des conséquences, nations. Il est le juif des nations, encore une fois. quelles conséquences tous ces traumas pourraient avoir, et on terminera là, sur la recomposition politique à venir en Israël, de cette société israélienne qui s'est ressaisie, qui a Pas des montré. vins, de vin. D'abord, c'est la société civile. Il faut dire un mot. J'en parlerai d'ailleurs parce que j'ai écouté un témoignage d'une médecin, d'une pédiatre qui a reçu les enfants, si on a le temps. Ça m'a beaucoup, beaucoup ému. Elle expliquait comment ils ont fait. Eh bien, ça, la recomposition politique, bien malin celui qui prédira. Il y a des gens qui sont plus politologues que moi. David Grossman a dit qu'il craignait un mouvement vers la droite. Ça se produira sûrement. Parce que quand on est menacé, voilà, celui qui dit plus jamais, et puis, alors il y en a un qui a intérêt à dire ça parce qu'il a gravement failli, c'est Netanyahou, c'est Sbire. Excusez-moi, je ne cache pas mes opinions. Donc, lui est dans le j'assurerai votre sécurité, ce qu'il avait promis depuis des années. Évidemment, avec ce qui s'est passé, il y a eu un petit hic. Et je crains une droitisation d'une partie des Israéliens, ceux qui étaient déjà, bon, disons pas de la gauche, mais il faut que, c'est-à-dire la question qu'on a oubliée et qui s'est rappelée d'une façon sanglante, c'est la question palestinienne. Maintenant, je ne dis pas que le Hamas représente les Palestiniens, et c'est ça le problème. Le Hamas n'a rien à faire des Palestiniens. Le Hamas veut tuer des Juifs, c'est tout, point. Son peuple, il n'en a rien à faire, sinon il savait qu'il y aurait une riposte et que plein de Gazaouis seraient tués. Eux, ils se cachent dans les tunnels, les Gazaouis sont à ciel ouvert et ils se font tuer. Ça, évidemment, il n'y a pas de guerre, les bombardements, ça tue. Mais je crains qu'on ne confonde, parce qu'on a laissé pourrir la question. Notre ami Trump n'est pas un ami. On a cru que c'était un ami, qu'il a aidé aux accords d'Abraham. Les accords d'Abraham, c'était encore un moyen de passer par-dessus la question palestinienne et de donner à Netanyahou l'idée que voilà, il nous ouvrait le monde arabe. Ça y est, on allait être reçu partout, avoir des accords avec le Qatar, avec le Maroc, avec l'Arabie saoudite, etc. Ça ne résout pas le problème local. On est encore une fois le jouet de puissance locale, et évidemment de l'Iran et de la Russie. Donc je ne sais pas. Et je crains que les divisions perdurent. Pour le moment, Israël fait ce qu'il sait faire. En temps de menace, Israël s'unit. On voit les gens qui s'appellent les frères pour d'armes, qui sont les gens qui faisaient les manifestations contre Netanyahou pendant 3 mois, sont les premiers à avoir pris les armes et à aller combattre et s'occuper des populations et les premiers à arriver dans les kibbutzim qui ont été décimés. C'est-à-dire qu'il y a, quand Israël sait très bien faire, quand il y a une menace, la société civile fonctionne, elle fonctionne de façon extraordinaire. Je ne vois pas un pays au monde qui se serait dans cet état-là organisé où chacun prend sa place comme un petit soldat. Chacun sait ce qu'il a à faire. Il y a à tous les âges et vraiment là, il y a une mise en place de fonctions civiles, pas de l'armée et des soldats qui vont, extraordinaire. C'est-à-dire, là, il faut le souligner. Mais il ne faut pas prendre cette unité là pour un pronostic pour l'avenir. Je ne pense pas. On Mais peut je ne suis pas devant. peut-être espérer quand même que malgré tout, cette unité, il reste quelque chose en tout cas de On espère ou que ça fasse réfléchir à comment on peut sortir de là. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci Régine Weichrater d'avoir accepté l'invitation de Mosaïque. Merci à tous pour votre attention. Partagez cette Et à vidéo. vous. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à Mosaïque pour recevoir nos prochains entretiens. On va continuer évidemment à parler de cet après qui n'est pas encore véritablement dessiné parce que nous sommes encore dans l'événement lui-même qui n'a pas déployé encore tout ce qu'il devait, tout ce qu'il doit déployer. Merci beaucoup et on se retrouve donc prochainement sur Mosaïque. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.